Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première de la semaine. C'est vrai qu'on est en période de trêve internationale, tout ça, il y a l'équipe de France. C'est pas le plus important. Pour moi en tout cas, sur la chaîne, sur ces trêves internationales de début de saison là, nous on reste focus. Saison 2024-2025, le début du foot de club, comment est-ce que tout ça avance. J'ai sorti pour l'instant 5 analyses comme ça, preview de pré-saison dédiées à des clubs. Plus récemment par exemple on a fait Liverpool de Slot, la Juve de Mota, on a fait quelques autres. Et ce week-end j'étais en week-end à Bruxelles voir un pote et il m'a dit ça c'est mes vidéos récentes que t'as fait préférées. J'ai trop adoré regarder Liverpool, la Juve, etc. Bon, je dois dire, je suis un peu d'accord avec lui. Moi aussi, je kiffe bien. Et comme il est parisien, on va lui faire plaisir aujourd'hui et faire un focus détaillé sur ce PSG 2024-2025. Pas de changement d'entraîneur, mais en deux de Luis Enrique. C'est la fameuse année de transition sans star, avec des ambitions qui sont pour autant, je pense, toujours aussi fortes, peut-être plus fortes que jamais. Il y a un énorme calendrier en Ligue des Champions qui arrive sur cette phase de Ligue. Le PSG, apparemment, a le plus difficile, selon Opta Analyst, des 36 équipes engagées. Ouais, c'est vrai qu'il est costaud. Moi, je disais Liverpool est 3ème à 91,9, PSG 92,4. C'est vrai qu'en fait, franchement, il n'y a pas d'équipe faible dans le parcours du PSG. Il y a des équipes très fortes aussi. Le fait de jouer City, Arsenal, le Bayern, l'Atlético Madrid, bon, on rappelle les autres, Girona, Salzbourg, PSV Eindhoven, Stuttgart. C'est vrai que c'est très costaud pour Paris, donc ça va être intéressant. On va se faire comme d'habitude, comme on fait à chaque fois, la revue d'effectifs complète, le 11, le meilleur 11, comment est-ce que ça joue, les forces et faiblesses. On va parler aussi, comme on le fait tout le temps, de masse salariale, d'évolution de cette masse salariale. Je pense que le PSG, c'est le club le plus intéressant d'Europe sur ce point depuis quelques années. Et l'avenir de Luis Enrique aussi, dont le contrat expire cet été, 2025, mais avec apparemment une prolongation qui serait déjà sur la table, ou en tout cas très sérieusement envisagée, après une année qui s'est, c'est vrai, relativement bien passé, mais on va y venir. Donc voilà, comme d'habitude les potes, installez-vous bien, on en a pour, je dirais, ouais, plus d'une demi-heure, entre une demi-heure et 45 minutes, un truc comme ça, pour faire un état des lieux complet et analyser la saison à venir du club parisien. Je précise aussi que dans cette vidéo, il y aura une pub, c'est pas vraiment un sponsor, parce que je le fais sans rémunération, mais dans quelques minutes, je vais vous parler de l'appli Joga qu'a monté un de mes potes. Si vous pouvez juste regarder le segment, si vous avez le temps de le faire, bien sûr, ça me ferait kiffer parce que ça leur enverrait le max de force, comme ça vous voyez un petit peu ce dont il s'agit, c'est en rapport avec le foot aussi, c'est très cool. Donc voilà, ça je vous en parle dans quelques minutes. Mais on va commencer comme d'habitude par l'état des lieux, et il faut dire que l'année dernière, déjà, la vibe était un petit peu différente. Si on fait un retour dans le temps, là, il y a 12 mois, mercato d'été 2023, beaucoup de départs. Déjà ceux de Sergio Ramos et Léo Messi à 37 et 36 ans, ils étaient en fin de contrat. Ils sont partis libres à Séville et en MLS à Miami. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est parti? Bien sûr, Neymar à Al Hilal, ça c'était pas tout à fait attendu, mais 90 millions posés pour devenir l'égérie du championnat saoudien. C'est pas mal passé pour lui avec une blessure dès le début. Mais ok, le PSG donc lâche Ramos, Messi, Neymar, Marco Verratti aussi qui parcourt pour 45 millions au Qatar. Qu'est-ce qu'on a d'autre parmi les trentenaires un peu âgés? Icardi qui part à Galatasaray, Draxler 29 à Al-Ahly au Qatar, Wijnaldum, Al Ettifaq 32. Beaucoup de ventes. On peut ajouter quoi? Paredes, Ekitike, parce que bon, il est parti définitivement cet été, mais l'idée de se débarrasser d'Hugo Ekitike, c'est quelque chose qui était commencé, qui avait démarré l'été dernier. Et ouais, plein de prêts, certains qui sont revenus, d'autres pas vraiment. Bref, ça a beaucoup bougé. Et la masse salariale parisienne sur le mercato dernier, pas l'actuel, mais le dernier, il est passé de 360 millions à la fin de la saison 2022-2023 à 300 millions à la fin de la saison, au début de la saison, pardon, 2023-2024. Donc une réduction, boum, de 60 millions. Mbappé était toujours là, c'est vrai, et Mbappé il représente un bon quart de la masse salariale à lui tout seul, parce qu'il était à 72 millions annuels, c'est peut-être sans les bonus même à Paris, donc 72 sur 300, quasiment 25% pour le seul Kylian. Et on va regarder les chiffres avec son départ, les chiffres de la masse salariale 2024-2025, celle de cette saison. Vous allez voir, c'est assez choquant.
Mais ouais, tout ça pour dire, le projet a pas mal bougé déjà l'année dernière. L'arrivée de Luis Enrique, une impulsion plus large, je dirais même portée par Nasser Al-Khelaifi. Nous sommes en train de construire une nouvelle identité. Ça, c'était voilà, septembre 2023. Cette idée d'un Paris Saint-Germain moins galactique, plus fonctionnel, plus authentique. Plus authentique. Et perso, je le dis depuis peut-être 5 ans maintenant, je pense que c'est la bonne direction. Avoir plus aucun joueur qui est au-dessus du club pour continuer de progresser, pour vraiment progresser peut-être durablement, c'est sans doute la bonne direction. Et ça a commencé l'année dernière, avec une année, on va dire un an 1 de Luis Enrique et de cette nouvelle structure un peu mitigée, mais de bons résultats dans l'absolu. Champion de France, avec seulement 2 défaites en 34 journées, en étant la meilleure attaque d'assez loin, la deuxième meilleure défense. Nice était à 29, Paris Saint-Germain encaissé 33 buts en Ligue 1. C'était jamais parfait, mais c'était relativement intéressant. Ils ont bien sûr gagné la Coupe de France aussi, donc tu fais le doublé national, ça peut pas être une mauvaise saison, en atteignant bien sûr le dernier carré de Ligue des Champions, avec un quart de finale remporté contre le Barça. C'est à la fois une satisfaction, mais en vrai, si on a vu la saison dernière, c'était surtout une déception, je pense, qui a primé à la fin de cette campagne européenne. La déception, c'est sans doute de tomber contre Dortmund en demi-finale. C'était un très beau Dortmund, je kiffais ce Dortmund. Mais quand même, il y avait la place pour aller en finale. Et tu tombes sans avoir marqué le moindre but en 180 minutes. C'était une pilule assez amère, assez dure à avaler. Et la frustration, lorsqu'elle a été digérée, tu dis, ok, cette première année de Luis Enrique, cette première année de la nouvelle direction, elle est globalement positive, elle donne envie de voir la suite. Mais oui, on va quand même se souvenir de par exemple, la fin de l'ère Mbappé au Paris Saint-Germain, en plus avec l'Euro derrière, même si ça, c'est aucun rapport avec Paris, mais quand même, ça reste, quand certains parlent d'un échec majuscule, il y avait un peu de ça. Et on verra comment on l'analysera dans quelques années. Mais oui, c'était une déception, et elle ternit un tout petit peu la fin de saison parisienne, qui est dans l'ensemble, statistiquement et niveau trophée, quand même une belle réussite. Ok, ça c'est pour l'état des lieux. On va se pencher sur la saison 2024-2025. Juste avant, un petit mot pour Joga. Donc voilà les amis, comme je vous le disais, un petit mot pour le sponsor du jour, Joga. C'est très très spécial parce que sponsor c'est un gros mot, je suis pas du tout payé pour faire cette promo. C'est l'appli de mon pote Ryan. Ils ont monté ça, lui et ses collègues. Un super gars, c'est lui qui m'avait aidé à trouver mon appart à Amsterdam. Et ils ont monté Joga en partant du principe de l'idée que c'est devenu de plus en plus compliqué de jouer au foot. Sans doute vous en avez fait l'expérience. Trouver toutes les personnes pour, trouver le créneau horaire qui arrange tout le monde, trouver le bon terrain. Ouais, parfois, tu vas au Five, c'est cher, de plus en plus, surtout en région parisienne. Avec Joga, leur idée, c'est ils s'occupent de tout. Vous allez sur l'appli, très simple, ils amènent tout le matériel. J'ai mon petit profil, je vais m'inscrire par exemple à la session du 13 septembre 20h15 au Eiffel Stadium, magnifique, au pied de la tour Eiffel. Vous avez le droit à un crédit gratuit à l'inscription, après c'est 8,99 par match ou 19,99 par mois pour jouer un nombre de matchs illimité, autant que vous voulez. Voilà, il reste 10 places, participe, je dépense mon crédit pour participer au match, et hop, merci d'arriver 10 minutes avant le match, ok, faudra être à l'heure. Ouais, pour l'instant, c'est qu'en région parisienne, ils se lancent à peine, c'est le tout début, ils sont en train de mettre de leur maximum, je sais qu'ils travaillent tellement fort sur cette appli, et l'idée donc, c'est de démocratiser l'accès au foot, tout niveau, tout groupe d'âge. Après sur l'appli, plus vous avez un truc assez cool, c'est qu'après le match, les gens peuvent renseigner votre niveau, on voit si vous êtes des tocards ou pas, si vous êtes fort. Pour l'instant, j'ai pas participé à un match, donc ma note c'est 3, la note moyenne j'imagine, mais bien sûr, dans quelques matchs, ce sera peut-être un peu moins. En tout cas, on peut noter votre humeur aussi, est-ce que vous êtes sympa, est-ce que c'est cool de jouer avec vous. Comme ils le disent, avec Joga, jouer au foot devient aussi facile qu'aller à la salle de sport. Quoi qu'il en soit, la première session d'une heure, elle est offerte. Donc allez-y, testez, je vous mets le lien en description, téléchargez l'appli, envoyez-leur le maximum de force, franchement ils méritent, ils font un gros taf sur ça. Et voilà, merci à vous. Alors cette saison 2024-2025, elle a démarré par un mercato agité, peut-être surtout dans le sens des départs, où il y a eu beaucoup de mouvements, déjà beaucoup de transferts libres, dont le premier, le plus important, celui de Kylian Mbappé, c'était dans les tuyaux, ouais, il n'allait pas prolonger, il allait rejoindre le Real Madrid après l'Euro, ça c'est fait donc. L'impact sur la masse salariale, les gars, comme je vous disais, aujourd'hui, avec son départ, donc la saison passée, à la fin de la saison passée, disons avant le début du mercato actuel, le PSG avait déjà bien baissé, était à 300 millions cumulés annuels.
de masse salariale. Avec son départ et avec tout ce qui a été fait cet été, c'est passé de 300 millions, 301 millions à 197 millions. Déjà, l'année dernière, 360 à 300, et là, de 300 à 197 millions. Parce que oui, Mbappé est parti, mais il y a eu pas mal d'autres départs ici et là. De quoi est-ce qu'on peut parler, par exemple, de les fins de contrat de Keylor Navas, Layvin Kurzawa. Mine de rien, les deux cumulés ensemble, c'était 16 millions annuels, donc 16 millions en moins là. Il y a eu 3 belles ventes aussi. Beaucoup de départs en prêt, certains avec option, certains avec obligation. Pas tous les passer, les Bernat, Mukiele, qu'est-ce qu'on a d'autre, Renato Sanchez, Carlos Soler qui avait, il me semble, une option d'achat pour West Ham, on verra s'il la lève. Voilà, des gars ici et là. Et après 3 ventes, 3 vraies ventes. Danilo Pereira, Hugo Ekitike, Manuel Ugarte. 16,5 millions pour Ekitike à Francfort. Si on en reste là niveau montant, il n'y a pas d'autres bonus qui se libèrent. Ça représente quand même une belle perte. Ils l'ont quand même acheté un peu plus de 30 ou autour d'une trentaine. Donc ok. Danilo Pereira vendu 5 millions à Al-Ittihad. Je pense qu'il aurait pu se servir. Il avait aussi un des salaires les plus bas de l'effectif. Si on regarde la masse salariale cumulée de l'année dernière, il était tout en bas ici. Danilo Pereira à 3 petits millions annuels. Comme Ekitike qui était à 4. Voilà, pour Paris, c'est un salaire assez bas. Hein. Quand par exemple, Mbappé 72, mais Dembélé 20, Lucas Hernandez 19, Marquinhos quasiment 17, Skriniar par exemple qui est arrivé pour 16 et quelques. Danilo Pereira, il joue souvent défenseur central et il coûtait à peu près 16 divisé par 3, on va dire un peu plus de 5 fois moins le salaire total de Skriniar. Donc voilà, ça c'est juste pour Danilo Pereira. Je pense qu'il avait peut-être encore quelques petits services à rendre, mais peut-être qu'aussi, déjà à 33 ans, mais même en général sur son style de jeu, peut-être qu'il rentrait de moins en moins dans l'idée de Luis Enrique, même s'il a porté le brassard en fin de saison sur quelques matchs. Quand on regarde par exemple en Champions, quand ça a commencé à devenir sérieux, le retour contre la Real Sociedad, les 2 matchs contre le Barça, les 2 contre Dortmund, à chaque fois, elle n'a pas joué la moindre minute de cette série de 5 gros matchs en Champions. Et je dirais que c'est à peu près, d'ailleurs seulement 2 sur les 12 de Champions, si on exclut 2 minutes contre Dortmund au départ, sinon voilà, que Newcastle et l'aller contre la Real. Si on exclut tout ça, si on se dit que c'est un peu la même idée pour Ugarte, qui a fait quoi 23 minutes, pareil, sur la phase d'élimination directe de Champions. Ouais, tu dis, il y avait peut-être une question stylistique pour Luis Enrique, qui semble véritablement, quand tu as toutes les interviews, Luis Enrique semble avoir eu une patte, une influence très forte sur le mercato estival. Donc finalement, le fait de se séparer de Danilo Pereira et Ugarte, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. 1 an après l'avoir pris seulement pour 60 millions, mais Paris le vend 50 millions, Ugarte. Donc c'est pas une perte immense non plus. Mais bon, quand même. Ça aurait peut-être été intéressant de voir ce qu'il aurait pu donner dans un Paris Saint-Germain coaché par quelqu'un d'autre. Voilà en tout cas pour les départs. Dans le sens des arrivées, grosso modo, 3 acquisitions. C'est vrai, il y a Matvei Safonov qui va arriver en tant que 2e gardien, qui a été acheté quand même une vingtaine. Mais sinon, je dirais un par ligne. Pacho, défenseur central, 40 millions. João Neves au milieu, 60 millions. Et Désiré Doué, tout en haut, 50 millions. La chose qui ressort de ces acquisitions, c'est l'âge. 19 ans et 19 ans pour Désiré Doué, 22 ans pour Willian Pacho. Le maître mot de ce Paris Saint-Germain 2024-2025, pour moi, avant tout, c'est ça, c'est la jeunesse. Quand on regarde la moyenne d'âge des équipes qu'ils ont fait jouer cette saison en Ligue 1 pour l'instant, 23,8, c'est le 2e total le plus faible de Ligue 1, il n'y a que ce Strasbourg satellite de Chelsea qui est à moins, 22,6. Paris, 23,8. Si on remonte un petit peu le temps, ne serait-ce qu'à 3 saisons, Paris n'avait pas la 2e moyenne d'âge la plus jeune du championnat. Ils étaient même pas là, ils étaient tout en bas. C'était l'équipe numéro 1 sur 20 la plus âgée du championnat de France. 27,8. Donc en 3 ans, normalement le temps passe, des joueurs prennent de l'âge. En 3 ans, Paris a tellement bousculé son effectif qu'ils sont passés de 27,8 ans de moyenne d'âge à 23,8. 4 ans de moins. Ça, c'est pour moi la première grosse statistique qui parle et illumine la nouvelle direction de ce Paris Saint-Germain-là. La deuxième, après l'âge, c'est l'argent. La masse salariale, de la même manière, sur cette même saison où Paris était à 27,8 ans de moyenne d'âge,
La masse salariale du PSG était à 395 millions. Aujourd'hui, comme on a dit, elle est à 197. De 395 à 197, divisé par 2. Voilà, je pense, c'est les 2 chiffres. C'est vraiment les 2 chiffres de l'évolution récente de ce club. Ce Paris âgé est devenu quasiment juvénile. Et ce Paris extravagant, un peu gaspilleur, est devenu beaucoup plus vigilant et parcimonieux. Bon, après, ils ont quand même quasiment le quadruple, même cette saison encore, le quadruple de la masse salariale de l'OM. Et j'ai fait des petits calculs d'épicier. La masse salariale du Paris Saint-Germain en 2024-2025, c'est la même que Marseille, Lyon, Monaco, Lille et Lens cumulés. Les 5 poursuivants derrière. Donc on reste oui sur un PSG qatari. Moi je suis quand même supporter de l'OL, donc on va pas se mentir, on reste oui sur un PSG qatari qui écrase financièrement notre championnat. Aucun club ne domine comme ça en Europe, dans les 5 majeurs. Même en Allemagne, le Bayern, c'est pas exactement la même chose par rapport à Dortmund. C'est une belle domination, mais on n'est pas de l'ordre de 4 fois plus par rapport au deuxième. Il y a pas mal de clubs qui sont pas mal. Et après, sur les autres championnats, c'est là aussi que tu vois, j'aime bien ces chiffres sur Capology. Vous avez sans doute le lien en description. J'aime bien voir ces chiffres pour voir d'où viennent, pourquoi est-ce que certains championnats sont un peu plus excitants que d'autres quand tu regardes les luttes pour les places du haut. Bon, la première ligue, l'argent est quand même bien redistribué, il y en a beaucoup plus, mais il est bien redistribué si on compare à la Ligue 1. Première ligue, le graphique dit pas mal de choses, mais aussi la Serie A, pas que la première ligue. La Serie A aussi, c'est sympa. La Serie A, c'est quasiment la même chose. Sur les clubs du bas, la deuxième partie, moins. C'est moins équilibré sur eux. Mais ouais, la Serie A aussi, c'est sympa. C'est vrai que Ligue 1, Bundesliga, on est dans une autre dynamique par rapport à ça. Est-ce que l'effet locomotive est très fort? Ça, c'est autre chose. Mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, malgré le fait que la masse salariale de Paris est bien baissée, c'est pour moi quasiment le truc le plus important des dernières années, parce que c'est aussi très corrélé à la moyenne d'âge qui baisse. Donc un Paris, nouvelle direction. Disons que Paris reste quand même un très très gros poisson dans un très petit bocal en France. Mais c'est quand même un poisson beaucoup moins gras, beaucoup moins lourd, beaucoup plus agile. Et je veux dire, c'est un poisson que j'aime bien, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la dynamique et la forme que prend les contours de l'effectif 2024-2025 et la direction de ce club. Donc, parlons un petit peu du 11 de l'effectif complet. Donnarumma, Safonov, Tenas, je pense qu'il y a une hiérarchie grosso modo assez claire là-dessus, même si on est sur 3 gardiens assez jeunes. On sait jamais, peut-être qu'un Donnarumma qui se mettrait à commettre trop de bourdes, il y a un petit peu de concurrence derrière, mais ok, là ça me semble assez clair. Le secteur défensif, si on parle un petit peu charnière centrale, il y a peut-être le potentiel pour que ce soit la plus solide depuis un moment. Je pense Marquinhos a fait une saison dernière plutôt correcte, pas parfaite, mais assez intéressante. C'est le seul trentenaire de l'effectif d'ailleurs, le seul trentenaire de l'effectif avec 30 ans pile. Parce que genre Lucas Hernandez a 28 ans, Asensio 28 aussi, Fabian Ruiz 28, ouais. Marquinhos, le seul trentenaire de Skriniar 29. Donc le seul trentenaire, le capitaine de manière assez incontestable. Lui il est à droite et il s'en sort plutôt bien aussi sur cette intersaison où le gros défenseur que Paris a recruté c'est à gauche, Pacho. Et Pacho c'est top. Sa capacité à gagner des duels, son sens de la profondeur. Il est vraiment un très bon complément de Marquinhos sur ce qu'on voit pour l'instant. Très jeune encore, peut continuer à progresser. Et ouais, je pense vraiment Marquinhos Pacho, Willian Pacho, ça a le potentiel pour être une belle paire. Et peut-être une des meilleures paires de Paris depuis un moment, qui a aussi beaucoup souffert de problèmes de blessures. D'ailleurs, Lucas Hernandez l'est toujours, sa rupture du ligament croisé. Peut-être qu'on le revoit fin 2024, si ça se passe bien. Kimpembe, il me semble, c'est tendon d'Achille, mais c'est dur de savoir exactement son délai de retour. Milan Skriniar, c'est loin d'être convaincant. C'est la seule doublure de Marquinhos vraiment en tant que DCD. Donc Marquinhos a sans doute beaucoup de temps de jeu devant lui. Et il y a une petite question sur Lucas Beraldo que j'ai mis ici. Parce que du coup, avec Pacho qui est arrivé vraiment en tant que titulaire, Kimpembe et Lucas Hernandez qui vont quand même revenir à un moment, il commence à y avoir pas mal de concurrence pour lui sur ce poste d'axial gauche. Peut-être que sa polyvalence fait qu'on le verra plus en tant que latéral gauche sur le papier cette saison. Après, moi Beraldo, je suis un peu... Ça dépend vraiment de si tu vois verre à moitié vide, verre à moitié plein, je trouve.
parce que je dirais, on n'a pas vu assez pour savoir à quel point le verre est rempli sur son talent, son potentiel, sa propension à être un joueur majeur du PSG. Sur certaines choses, c'est pas mal, la qualité de pied, mais parfois il y a des erreurs. Sur la capacité à couvrir la profondeur, ça me semble bien moins bon que ce qu'un William Pacho peut offrir. Mais dans l'ensemble, il y a eu quand même des bons moments pour un défenseur central de 20 ans, ce qui est loin d'être ton prime normalement, qui vient d'arriver en Europe, qui a quand même déjà connu de l'exposition en Ligue des Champions assez vite et tout. Au PSG, ça peut être un contexte pour progresser quand même, en tout cas une belle épreuve de feu. Donc je sais pas si je serais si négatif sur Beraldo, mais je pense en tout cas qu'il part pas pour être dans la ligne de 4 titulaire. Cela dit, ça va dépendre de l'organisation, la structure. Parce que si on parle des défenseurs latéraux, alors là je trouve que le thème principal, défense centrale, c'était peut-être la meilleure charnière depuis un moment. Sur les latéraux, le thème central pour moi c'est est-ce qu'il y a véritablement assez de profondeur? Parce qu'en vrai, il n'y a que 2 gars, Hakimi, Nuno Mendes. Zagué, il est jeune, c'est dur de vraiment se dire qu'il va même faire la saison en tant que titulaire. Après, il peut dépanner, je crois qu'il peut dépanner à gauche aussi, donc c'est utile. Mais ouais, c'est vraiment Hakimi Mendes. Et est-ce que c'est peut-être que la résolution de cette problématique un peu manque de profondeur, est-ce que ce sera Hakimi ou Mendes? Parce qu'on sait que là, on raisonne un peu sur un 4-3-3, mais en vrai, Luis Enrique aime bien construire, partir de l'arrière sur une base 3-2-5, ce qui laisse généralement la place qu'à un seul latéral. Par exemple, si c'était genre comme ça, les 3 ici, hop, hop, t'as plus qu'un autre défenseur que tu choisis. L'année dernière, c'était beaucoup Hakimi, qui allait se mettre dans le double, le demi-espace droit, comme ça. Et après, t'avais une paire, genre Vitinha, Zaïre Emery, pour faire le double pivot de l'entrejeu. Donc ouais, un truc comme ça. 3, 2, et ensuite, hop, 5. Ça, c'est si Hakimi est titulaire. Si c'est, et peut-être du coup on aurait Beraldo, Pacho, Marquinhos plutôt que Skriniar comme trio de défenseurs. Et si c'est Mendes titulaire, bah c'est pareil, c'est lui qui va apporter la largeur à gauche. Mais j'ai du mal à imaginer Hakimi être aussi titulaire en même temps. Enfin, ça peut totalement se passer. Et peut-être dans ce cas-là, si tu fais Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes dans le 11 de départ, peut-être que dans ce cas-là, il y a un des milieux de terrain qui redescend sur la phase de construction. Genre quelque chose comme ça par exemple. Ruiz, Pacho, Marquinhos plus bas, on parle juste sur la phase de construction bien sûr, pas sur la phase pas sans ballon. Mais donc ouais, il y a une question autour de tout ça. Ce que je dirais peut-être pour rendre cette question, pour apporter un peu de détails par rapport à la réponse, c'est on sous-estime un peu, je trouve, l'activité défensive de Nuno Mendes, qui déjà a fait un très bon rassemblement international avec le Portugal, qui avait plutôt bien fini la saison dernière, même si après il s'était fait manger par Sancho en demi-finale. Contre Yamal aussi, il y avait eu des moments compliqués. Donc il y a des progrès à faire, mais sur l'activité en tant que telle, je vois par exemple le profil avancé d'Achraf Hakimi. On a vu que c'est un joueur qui a beaucoup évolué dans le demi-espace, dans la ligne des 5 offensifs l'année dernière. La combinaison avec Dembélé, c'était une des meilleures associations, c'était un des trucs micro-tactiques très forts qu'avait trouvé Paris. Regardez son volume offensif, il est énorme. Par contre, défensivement, il y a moins de choses, alors que Nuno Mendes a aussi un volume offensif très correct, mais défensivement, il y a plus de choses, plus d'interceptions, plus de blocs, plus de tacles par 90 minutes. Voilà, Hakimi, Mendes. Donc ouais, peut-être que dans une perspective où Paris voudrait être un poil plus équilibré, peut-être après que Mendes devait faire plus d'efforts défensifs l'année dernière avec Mbappé sur le côté gauche, c'est dur de réfléchir tactiquement trop longtemps, on verra avec les gros matchs de Ligue des Champions, mais je dirais voilà en gros à quoi ressemble ce secteur défensif, avec l'idée quand même sous-jacente que derrière Hakimi, t'as Zagué, derrière Nuno Mendes, t'as un Beraldo que tu fais jouer pas vraiment à son poste. Donc pour moi c'est quand même léger sur la profondeur. Mais voilà pour ce premier tiers de terrain. Sur le deuxième, j'aime beaucoup. J'adore même. Vitinha, qui a un top niveau. Zaïre Emery, qui a que 18 ans. D'ailleurs, les numéros que j'ai mis, c'est l'âge, bien sûr. Vitinha 24, Zaïre Emery 18. Et João Neves qui vient de signer, qui est largement perfectible, mais qui a déjà 4 passes décisives en Ligue 1, qui montre qu'il peut vraiment être un membre important de ce trio. Fabien Ruiz qui sort d'un top euro, est-ce que
Désormais, avec un offensif sur son côté qui défend plus, est-ce qu'on va le voir avoir moins des tâches de compensation et plus des tâches de participation au jeu, dernier tiers, trouver les passes qui cassent des lignes comme ce qu'on a vu faire à l'Euro, les orientations de jeu pertinentes. Je suis intéressé de voir un Fabian Ruiz sans Mbappé à gauche, pour lequel il doit énormément couvrir. Et du coup, pour moi, là, il y a vraiment João Neves, Vitinha, Zaïre Emery et Ruiz. Il y a vraiment 4 milieux centraux de top qualité, que beaucoup de clubs seraient ravis d'avoir. Et quand tu ajoutes à ça Kang In-lee, qui est plus offensif, qui est assez polyvalent, hein, peut être plus haut, demi-espace surtout, peut aussi prendre la largeur, peut remplacer du coup entre guillemets Dembélé, mais aussi un autre milieu de terrain. Kang In-lee, je pense, un bon super sub qui a pour l'instant, si je dis pas de bêtises, joué tous les matchs en Ligue 1, 2024-2025. Où est-ce qu'il est ici? Une seule titularisation, mais il a joué les 3. Donc ouais, en tant que super sub, a déjà 2 buts aussi. Sans doute amené à être le 12, 13, 14, 15e joueur de l'effectif. Et je ne l'exclurai pas. Il pourrait même se faire une petite place de titulaire. La deuxième saison de Kang In-lee est pour moi vraiment à suivre. Mais au milieu de terrain, en tout cas, je suis... Ouais. Si je suis parisien, je suis très content de ce cas-là. Après, Seny Mayulu, on va voir. Parce que je connais pas vraiment. Et apparemment, Kari, ça s'est pas très bien passé sur... Je crois qu'il est pas inscrit sur les listes Champions et Ligue 1, je sais pas, mais apparemment la pré-saison s'est pas bien passé, il est pas arrivé en bonne forme physique, peut-être que mentalement il y a un truc aussi. Donc dommage parce que c'était censé être une des petites pépites parisiennes, mais j'ai l'impression que niveau état d'esprit c'est pas ouf. Donc peut-être lui est pas amené à avoir trop de minutes. Je crois que alors pour l'instant en Ligue 1, peut-être il est même pas sur la liste, parce que je le vois pas sur cette liste en tout cas. Et Mayulu a joué 7 minutes pour l'instant. Bon, les deux partent de plus loin au milieu. Parce que comme on a dit, avec ces 5 là, c'est très bien fourni. Après le secteur, j'ai pas mis Moscardo aussi, qui va peut-être revenir de près à la mi-saison, mais pour l'instant à Reims. Et après le secteur offensif, vraiment, à la fois je trouve c'est très intriguant, et en même temps là où peut-être tu t'inquiètes un peu, sans Kylian Mbappé pas vraiment remplacé, avec la blessure de Gonzalo Ramos jusqu'à mi-novembre, à quoi va ressembler l'animation de ce secteur? C'est des questions qui arrivent fortes, mais les réponses, quand je vois par exemple le début de saison d'un Bradley Barcola, qui l'année dernière, en 1370 minutes de Ligue 1, Barcola, ici, il avait planté 4 buts en 1370 minutes. Cette année, Bradley Barcola, il est déjà à 4 buts. Il est, hop, ici, tout en haut, avec 4 buts en 154 minutes. C'est un truc que j'ai évoqué dans ma vidéo, là, une des dernières qui est sortie, un jour à suivre par club de Ligue 1. Pour Paris, je mettais Barcola, parce que je me dis, est-ce que ce gamin-là peut pas devenir, à la fin de saison, le gars qui est élu meilleur joueur de Ligue 1? C'est sûr qu'il y a une vraie place à prendre à Paris sans Mbappé désormais. Le joueur offensif star du Paris Saint-Germain a toujours une belle possibilité de remporter ce titre. On n'a pas encore vraiment trouvé le visage, entre guillemets, marketing qui remplace Mbappé sur les affiches Ligue 1. Est-ce que cette place, elle n'est pas là à prendre pour Barcola, qui montre des choses spectaculaires, qui a peut-être le plus beau radar statistique d'Europe, parce qu'il y a toute cette activité offensive sur les 365 derniers jours, mais aussi tout ce volume défensif, les tacles, interceptions, blocs, dégagements. Il a de faiblesse nulle part dans son volume. Et quand on compare à Kylian Mbappé, qui était beaucoup plus statistique, bien sûr, les buts, les dribbles, le nombre de ballons touchés tout court et dans la surface adverse, mais par contre, défensivement, c'était ça. Entre Barcola, c'est ça, et Mbappé, c'est ça. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je suis très curieux, mais moi depuis le début, de voir ce PSG plus fonctionnel. Avant, on avait le 7+3, ça marchait pas du tout. L'année dernière, on avait le 9+1. Ça marchait par moment, mais pouvait être un peu frustrant. Là, voilà, il n'y a plus de X+Y. C'est tout le monde attaque, tout le monde défend. Et personne est exempt du travail de l'ombre. Barcola le montre très bien. Donc vraiment curieux de voir ça. Et après, continuer de voir ce que peut faire un Ousmane Dembélé, plus d'apport statistique peut-être.
Désiré Doué, qui est aussi polyvalent, on n'a pas parlé dans les milieux, mais il peut être milieu offensif, peut être un joueur intérieur quoi, de ce 3-2-5, peut prendre la ligne gauche, on va voir sa progression à lui, dans un Paris Saint-Germain qui est... Et j'ai même pas mis RKM, j'ai même pas mis Randall, hop. Alors que pourtant, j'avais tout un truc à dire sur Kolo Muani, c'est que quand on a parlé de Barcola, Doué, Dembélé, et maintenant Kolo Muani, le visage offensif du Paris Saint-Germain devient très très français, beaucoup plus jeune. Mais aussi, je me demande si avec Kolo Muani, il n'y a pas une des cartouches un peu sous-côté, ou en tout cas qui pourrait faire la surprise. Il part de tellement bas dans l'appréciation supporter, et pourtant, avec la blessure en plus de Ramos, donc dans l'axe, il y a des possibilités. Il n'y a pas vraiment de... Il a une vraie polyvalence. En équipe de France, peut-être que le rassemblement lui a donné de la confiance, comme souvent. Et ouais, mine de rien, je dis pas que c'est un crack absolu, mais je dis qu'il y a peut-être dans cette équipe, sur cette saison, une carte pas inintéressante à jouer pour Kolo Muani, qui part de loin et peut que surprendre positivement, mais c'est un peu celui qu'on considère rarement quand on parle du secteur offensif parisien, et pourtant il est là, avec son vécu, avec ses qualités qui lui sont propres. Je sais pas, il y a peut-être un petit truc à surveiller quand même autour de RKM cette saison. J'aurais presque pu le mettre comme étant le joueur à suivre de la saison de Paris, parce que ouais, il y a quelque chose à faire, je pense, pour lui cette année. Mine de rien, ce secteur offensif qui s'est pas énormément renforcé cet été, ouais, il y a quelque chose, je pense. Après, il y a Gonzalo Ramos, donc quand il revient, je pense c'est bien de ne pas l'avoir remplacé, c'est bien de se dire à partir de novembre, tu retrouves un vrai neuf. En attendant, il y a Marco Asensio, et il y a le petit Mbaye aussi, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est une équipe qui a ce visage de la jeunesse, clairement, comme on a dit, un seul trentenaire, 23,8 ans de moyenne d'âge, la masse salariale a baissé, l'effectif a rajeuni, ça veut dire que l'effectif est moins profond, c'est vrai, ça veut dire attention aux blessures, une ou deux grosses blessures d'un des joueurs importants du Paris Saint-Germain, ça commence à faire flipper, notamment sur le secteur défensif. Après, plus t'es jeune, moins tu devrais en avoir, des blessures, théoriquement. Et peut-être aussi que plus t'es jeune, plus tu peux avoir des gars qui se révèlent, qui sortent un petit peu de nulle part, et en fait tu te rends compte que ton effectif est plus profond que ce qu'on pensait. Je pense que la jeunesse en foot est souvent une belle solution. Moi je suis l'anti-Conte, l'anti-Mourinho, les gars qui pensent surtout au prisme de l'expérience. Moi je pense au contraire, là en 2024-2025, le pari de la jeunesse, il est pas mal. Et ouais, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce Paris Saint-Germain, qui doit continuer à progresser à peu près à tous les niveaux, notamment tactiquement, sur les coups de pied arrêtés aussi. Mais mine de rien, l'équipe n'a pas beaucoup bougé. Donc c'est pour ça que je suis curieux de voir un peu ce que va faire Luis Enrique de tout ça. C'est qu'il doit faire quelque chose. Parce que maintenant, il a eu son mercato. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit ? Aucun joueur n'a été signé que je ne voulais pas. Il s'est fait imposer personne. Il a assumé dans la presse le travail accompli. On s'est amélioré avec un joueur par ligne. Et je suis plus que satisfait du mercato que nous avons fait. Un joueur majeur par ligne. Doué, João Neves, Pacho. Le reste, ça n'a pas trop évolué. Il n'y a aucune raison sur le papier que ce Paris Saint-Germain ne progresse pas. Donc c'est ça aussi la pression qui est mise, je trouve, sur les épaules de Luis Enrique, mais qui est très très intéressante. Je pense qu'il doit être énormément scruté cette saison. Je suis plutôt confiant, je pense que c'est un bon entraîneur pour Paris et pour ce Paris jeune. Mais ouais, c'est clairement la question principale. À quel point est-ce que Paris peut... S'il continue d'encaisser par exemple les mêmes buts atroces sur corner, s'il continue d'y avoir les mêmes failles qu'on a vues en Champions sur certains gros matchs, là ce sera plus problématique. Et tu te dis, ok, est-ce que le projet a vraiment avancé dans le bon sens ? Mais pour moi, la matière, elle est plutôt là pour. L'effectif est un peu court, peut-être un peu jeune quand même, mais j'aime bien. Dans l'ensemble, j'aime bien. Et ouais, c'est à peu près ce que je dirais sur ce Paris Saint-Germain qui, pour être champion, va faire face à l'adversité. Il y a le Marseille de De Zerbi, il y a Monaco aussi que je trouve assez fort. Mais bon, ils ont bien démarré, 13 buts marqués en 3 matchs. Je pense qu'il ouais, même sans star, même plus prenable sur le papier, on se disait est-ce que ce Paris Saint-Germain sans Mbappé machin. Bon, comme on a montré aussi, il reste de très très loin la plus grosse masse salariale de Ligue 1 et ça va continuer à se voir aussi sur le championnat. Après la Ligue des Champions, ça c'est moins évident comme question.
Le fait d'avoir fait un dernier carré l'an passé, pour moi, ça veut dire que mathématiquement, tu as moins de marge de progression à aller chercher. Et je vais pas dire que c'est un problème, mais ça pourrait compter à l'heure de l'évaluation de leur saison. Et en plus, leur phase de ligue, comme on a dit, est très costaude. Girona, Arsenal, PSV Eindhoven, Atlético, Bayern Munich, Salzbourg, City, Stuttgart. C'est fort, c'est chaud. Je vois 3-4 clubs en Ligue des Champions sur les 36 où je mets immédiatement Paris derrière sur aller la gagner. Et Winamax, par exemple, les met 8e ici, côté à 20 pour la victoire finale. Devant, ils mettent City 3,50, Real 4,50, Arsenal 9, Bayern 12, Liverpool 12, Barça 15, Inter 20. PSG est dans la même catégorie que genre Inter, Leverkusen, truc comme ça. Donc ça va être une saison compliquée. Et si tu te dis, l'année dernière, t'as fait demi-finale, t'as fait top 4, imagine si le PSG se fait éliminer en quart de finale. Est-ce que c'est une saison de régression? C'est là qu'il faudra être un petit peu plus fin dans l'analyse, je pense. Il faudra vraiment juger au cas par cas. Mais je suis plutôt confiant, on va dire, parce que sur notre capacité à l'être, parce que l'année dernière, demi-finale et pourtant pas mal de frustration. Si cette année, quart de finale et tu te fais sortir par le Real City dans un match où tu as été correct, bon, peut-être tu dis quand même le projet a avancé d'une année dans la bonne direction. Mais tout ça, ce sera à voir. Il faudra évaluer la saison du Paris Saint-Germain avec la Ligue des Champions, comme on le fait chaque année. Une élimination ne sera pas rédhibitoire, ça dépend vraiment de son contexte. Mais le niveau de jeu doit continuer de progresser. Ouais, pour aller là où ce club a envie d'aller à la fin. Et alors, est-ce que ça passera par une prolongation de Luis Enrique? Bon article sur Culture PSG là-dessus, qui évoque un petit peu tous les tenants et les aboutissants, notamment salariaux. Je trouve un truc intéressant. Pour l'instant, Luis Enrique a le 5e salaire du club. 923 000 € par mois. Avec le départ de Mbappé, il n'y a que Dembélé, Marquinhos, Lucas Hernandez et Skriniar qui sont au-dessus. Est-ce que cette revalorisation, cette prolongation sera accompagnée d'une revalorisation? Est-ce qu'elle mettra Luis Enrique comme étant le salaire numéro 1 du club? Ce qui serait un symbole quand même assez fort de la nouvelle direction du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est à suivre, je pense, dans les prochaines semaines, mois. Et comme j'ai dit, moi, dans l'ensemble, j'aime bien ce Paris Saint-Germain-là. Je pense qu'il va dans la bonne direction. Je pense que c'est pas un cadeau d'avoir été en demi l'année dernière, mais je pense qu'on peut voir de belles choses en 2024-2025. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, et dites-moi aussi quel autre club on doit faire. Donc ça, c'est notre 6e. On en a fait 2 en Ligue 1 pour l'instant, Marseille et Paris. Est-ce qu'on doit aller vers un autre championnat? Ouais, qui vous intéresse? Je suis ouvert à toutes vos suggestions. Merci d'avoir été là pour cette vidéo de reprise. Pas de vidéo hier, pas de vidéo lundi. Mais promis, on est reparti très très fort pour jusqu'à la prochaine trêve internationale pour reparler du retour de cette belle saison. Prenez soin de vous les potes et on se dit à demain sans doute